En regardant mon mari jurer avec une expression d'une laideur sans précédent, j'ai réalisé que les inquiétudes de ma tante s'étaient réalisées. Malgré avoir pensé que tout allait bien, mon mari avait changé à cause de l'argent. En nous voyant comme ça, j'ai pensé que je ne pouvais plus continuer notre mariage. Je m'appelle Jennifer. Je suis une femme au foyer typique dans la quarantaine. J'étais mariée à Paul depuis 16 ans, avec 2 filles, Hilary, 14 ans, et Mia, 12 ans, menant une vie normale, heureuse et paisible. Tout a changé pour moi un mois après la mort de ma mère. Mon père était décédé l'année dernière, et ma mère vivait seule dans sa maison, à 1 heure de train de chez nous. Mes parents étaient très proches, donc après la mort de mon père, ma mère a perdu son moral, et moi, vraiment été à la malade. Lors des tests à l'hôpital, ils ont découvert une maladie et elle a rapidement rejoint mon père. Perdre mes 2 parents successivement m'a profondément choquée. Toujours incapable de trier mes sentiments, j'ai reçu un appel de ma tante après avoir terminé les funérailles de ma mère. Elle m'a dit que j'étais la bénéficiaire de l'assurance vie de ma mère et que je devais procéder à la demande. Ma tante travaille dans une compagnie d'assurance. Quand elle était jeune agent, elle avait fait souscrire une assurance à mes parents pour atteindre son quota de vente. Je savais pour l'assurance vie quand mon père est mort et que ma mère a changé le bénéficiaire. Cependant, j'avais complètement oublié avec la maladie ma mère. Le montant était 500 $. J'ai été secouée par soudainement avoir une telle somme, mais mon mari était ravi. 500 000 $, c'est ça? Correct. Oui, je suis aussi surprise. J'étais plus perplexe, mais mon mari semblait heureux. Je l'ai regardé avec des sentiments mitigés. Histoire de malheureuse. Oui, mais elle vient de décéder. Je ne peux pas penser à le dépenser tout de suite. Je comprends. Nous attendrons que tu te sentes mieux. En réalisant notre écart émotionnel, mon mari avait l'air mal à l'aise. Après ça, il a arrêté de mentionner l'argent de l'assurance et j'ai ressenti un soulagement intérieur. Lors du règlement de la succession de ma mère, on a découvert qu'elle avait plus de 500 000 $ d'économie. En contactant ma tante, qui pourrait connaître la situation, elle a dit « Ces 500 000 $ sont probablement de l'assurance vie de ton père. » Mes 2 parents avaient la même assurance vie d'aide. Quand mon père est mort, ma mère a reçu 500 000 $ mais ne l'a pas dépensé, laissant le montant complet. Anne, ma tante, qui a toujours travaillé à la compagnie d'assurance, elle avait vu des familles se disputer pour l'héritage et des incidents bouleversants dus à une richesse soudaine. Elle m'a conseillé de réfléchir soigneusement à qui parler de l'héritage. En entendant ces paroles, je me suis sentie un peu plus calme. 1 million de $, c'est beaucoup, mais j'ai décidé de m'assurer que cela ne perturberait pas nos vies. J'ai décidé d'en discuter avec mon mari. J'étais anxieuse à cause de son comportement précédent, mais il a écouté calmement. Soulagée par son attitude, j'ai rapidement remarqué que son comportement devenait étrange. Peut-être devrais-je démissionner de mon travail. Quoi? Que dis-tu? Eh bien, c'est 1 million de $. Nous pouvons vivre sans travailler, non? Pour moi, ces paroles étaient absurdes. En effet, 1 million de $ est une somme importante. Cependant, ce n'est pas suffisant pour nous, dans la trentaine avec 2 filles, pour vivre sans travailler pour le reste de nos vies. Voyant ma réaction, mon mari a dit que c'était juste une blague et n'a pas démissionné de son travail. Cependant, même après cela, Paul a commencé à suggérer des choses comme déménager dans une plus grande maison ou acheter une nouvelle voiture. Soudain, il a demandé à notre fille de 6e année « Tu ne veux pas essayer pour les examens d'entrée au collège ?» Notre fille, qui n'avait jamais entendu parler de telles choses auparavant, était déconcertée. Alors que je pensais parler à mon mari de cela, il est allé acheter un portefeuille de marque pour notre fille de 14 ans. Ce portefeuille populaire parmi les lycéens et présenté par un influenceur coûtait 500 $. Notre fille le voulait, mais Paul et moi avions dit non. Elle ne s'attendait pas à l'avoir et avait dit « je disais juste ça ». Mais ensuite Paul l'a acheté. Notre fille semblait plus déconcertée que heureuse, me lançant un regard interrogateur. « Est-ce que c'est bon ?»
Voyant Paul s'emporter après avoir reçu $1 million, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse. Arrête de parler soudainement des examens d'entrée au collège pour Mia ou d'acheter des choses inutiles. Pourquoi? Je pensais à Mia. Et le portefeuille n'est pas inutile. Hilary le voulait, non? Et la voiture à la maison n'est non plus inutile. Mia sera juste confuse si tu lui imposes des examens d'entrée au collège en 6e année. Elle prévoit de rejoindre l'orchestre avant avec ses amis et Hilary n'a pas besoin d'un portefeuille à $500. Nous avons remplacé la voiture il y a 2 ans seulement. Notre maison actuelle est très bien comme elle est. Paul voulait utiliser l'argent maintenant que nous l'avons, mais nous devons être responsables avec. Nous l'avons. Il semblait vouloir améliorer notre style de vie. Les annonces immobilières qu'il a apportées pour déménager étaient toutes à plus de $10 000 de loyer. Nous n'avons pas soudainement commencé à gagner $1 million par an. C'était juste un coup de chance. Si nous suivions les idées de Paul, notre argent disparaîtrait en un rien de temps. J'étais déterminée à ne pas laisser nos enfants avoir de mauvaises idées et à ne pas changer notre niveau de vie actuel. Mais Paul n'a pas du tout compris mes sentiments. Nous avons $1 million. Un peu de dépense ne fera pas de mal. J'accepterais de dépenser pour une nouvelle voiture après 10 ans ou si notre fille voulait passer des examens d'entrée. Mais c'est différent. Si nous dépensons sans planification, occasion, $1 million disparaîtra en rien de temps. $1 million ne disparaîtra pas comme ça. Jennifer, tu exagères. J'étais complètement frustrée par les commentaires naïfs de mon mari. Alors que l'on me dit souvent que je suis trop sérieuse, l'optimisme de Paul, habituellement charmant, était trop pour moi cette fois-ci. Il a ramené à la maison des annonces pour des endroits qui coûtent $10 000 en loyer, n'est-ce pas? Cela fait $120 000 par an. En 8 ans, il n'y aura plus rien des $1 000. Alors que faisons-nous avec les $1 000? On laisse juste là? C'est pas une question de ne pas l'utiliser. C'est de l'argent précieux laissé par maman et papa. Et je veux l'utiliser avec précaution. J'ai dit à Paul que nous utiliserions l'argent pour notre famille et que je le consulterais avant de prendre toute décision. Mais je ne voulais plus y penser pour le moment. Paul semble être d'accord et n'a rien dit de plus. Cependant, environ 1 semaine après notre discussion, il a commencé à demander « As-tu décidé comment utiliser l'argent ?»« Pourquoi vas-tu l'utiliser ?» J'étais triste que Paul ne me comprenne pas du tout. Cela ne fait qu'1 semaine depuis que nous en avons parlé. Je ne peux pas décider si rapidement. Alors combien de temps devrais-je attendre? Jennifer, tu es trop prudente, pas trop prudente. Je ne veux simplement perturber nos vies avec une richesse soudaine. Quand Paul a réalisé que je n'avais pas l'intention de dépenser, il semblait mécontent. Il n'a cessé de me harceler. Tu ne vas vraiment pas l'utiliser. Et pour les investissements? J'étais stressée par son attitude et j'ai répondu avec nonchalance. Mais Paul, peut-être mécontent de mes réponses désinvoltes, ne me parlait presque plus. Si j'avais su que cela arriverait là, j'aurais préféré ne pas avoir l'héritage. J'ai même pensé à donner un don. Puis un jour, Paul Tram s'est à la maison, ni pas ni ma mère. Quand il m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire, il a lâché une bombe. J'ai acheté une maison pour nous vivre avec ton père et ta sœur. Nous déménagerons quand elle sera prête. De quoi parlez-vous? Une maison pour vivre avec mon père et ma belle-sœur? Je n'ai rien entendu à ce sujet. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. Paul en a parlé comme si c'était rien, mais j'étais remplie d'incrédulité. Cet argent est illégal à moi, pas à lui, pas. Je n'ai jamais eu l'intention de l'utiliser juste pour moi, mais c'est impardonnable que Paul l'ait utilisé sans mon consentement. De plus, j'avais demandé à Paul de garder mon héritage secret de ses parents, avec qui j'ai du mal à m'entendre. Ils m'ont dit des choses comme « Tu n'es pas une vraie mère si tu n'as pas de fils » ou ont appelé ma mère, décédée peu après mon père, une femme qui ne pouvait compter que sur un homme. Je trouve de tels commentaires intolérables. Paul devrait le savoir. Sa sœur, qui a toujours vécu à la maison et suit des idoles, ne fait pas le ménage et ne contribue pas financièrement.
Vivre avec de tels beaux-parents et une belle-sœur serait évidemment difficile. Et je ne pense pas que ça serait une bonne influence sur notre fille. Je suis allée vérifier précipitamment le livret de banque pour le compte de l'héritage, mais le livret qui aurait dû être là avait disparu. Mon sang s'est glacé. Paul avait vraiment utilisé l'argent sans mon consentement. En revenant vers Paul, il riait. À ce moment-là, j'ai ressenti une peur indescriptible. Après 14 ans de mariage, il semblait être un étranger. Jennifer, tu as toujours dit que tu voulais pour la famille, de manière significative. Vivre avec mes parents signifierait plus de personnes pour aider avec les enfants. Et si nous payons la maison en avance, nous n'aurons plus à nous soucier du loyer à l'avenir. C'est une bonne utilisation de l'argent pour moi, toi et les enfants, n'est-ce pas? Si tu penses que c'est une bonne utilisation, pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant? Pourquoi as-tu pris le livret de banque sans demander? Ne fais pas comme si je l'avais pris sans permission. Ce qui est à toi est à moi, non? En entendant ces paroles, j'ai senti mon amour pour Paul se refroidir. J'ai réalisé qu'il ne comprendrait jamais. Arrête, c'est mon argent de l'héritage. Tu n'avais le droit de l'utiliser sans demander. Alors voilà tes vrais sentiments. J'avais raison de prendre le livret de banque. Tu n'avais jamais eu l'intention de me laisser utiliser l'argent, n'est-ce pas? Tu avais prévu de tout garder pour toi. Paul m'a crié dessus avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis demandé comment les choses en étaient arrivées là, mais à ce moment-là, j'étais sûre que je ne pouvais plus être avec lui. Si tu t'opposes à vivre avec mes parents, c'est le divorce. Très bien, le divorce alors. Paul voulait probablement me menacer, sans s'attendre à ce que j'accepte si facilement. Il semblait secoué par mon accord. Tu es d'accord avec le divorce? Oui, je le suis. Si nous divorçons, tu ne pourras pas vivre dans la maison que nous construisons. Est-ce que ça te va? Je ne voulais pas vivre dans une maison à 3 générations avec ses parents et sa sœur. Donc, cela ne me pose pas de problème. De plus, une question s'était posée dans mon esprit. Paul prétendait avoir acheté une maison, mais je soupçonnais que c'était un mensonge. Es-tu sûr que ça te va? Je pense que tu le regretteras. C'est impossible. Aie confiance. Puis, déclarant qu'il ne pouvait plus vivre avec moi, il a emballé ses affaires et a quitté la maison. Le lendemain matin, je suis allée à la banque en premier et j'ai découvert que l'argent était toujours là, en entier. Comme je le soupçonnais, la prétention de Paul d'avoir acheté la maison était un mensonge. Même s'il avait le carnet de banque, il ne pouvait pas retirer une somme aussi importante de mon compte sans mon consentement. J'ai signalé la perte du carnet de banque, demandant une suspension temporaire du compte, la réémission du carnet de banque et gardant les détails pour moi-même. Ensuite, j'ai poursuivi le divorce, discutant de la division des biens et de la pension alimentaire pour enfants. Il n'y avait pas de grand conflit et les choses se déroulaient bien. Cependant, une semaine après le départ de Paul, il m'a appelé semblant désespéré. J'ai répondu, m'attendant à ce qu'il s'agisse du divorce, mais il me demandait de l'aide. « Jennifer, aide-moi. »« Quoi? Que se passe-t-il tout à coup? »« Aide-moi, s'il te plaît. » Paul semblait paniqué, ne répétant que « aide-moi » sans expliquer la situation. Alors que j'étais perplexe, quelqu'un d'autre a pris la ligne. Selon l'homme au téléphone, un homme avec le carnet de banque de mon compte suspendu a essayé de retirer de l'argent à la banque. Trouvant cela suspect, surtout qu'il avait une procuration, la banque a contacté la police. En conséquence, Paul était interrogé par la police à l'intérieur de la banque. Je n'aurais jamais imaginé que Paul ferait une telle chose. Et même si nous prévoyons de divorcer, j'ai été choquée. Le mari que je connaissais ne ferait jamais une telle chose, mais il a été rendu fou par l'argent. On m'a dit qu'il voulait entendre mon côté de l'histoire, donc j'ai décidé de m'y rendre immédiatement. J'ai contacté mon beau-frère à ce moment-là. C'est un brillant avocat. Paul a toujours eu un fort complexe envers lui, se mettant en colère même quand je parlais simplement à mon beau-frère. Il interagit à peine avec sa famille, leur personnalité étant en conflit, même s'ils habitent à proximité. J'étais sûre que mon beau-frère n'était pas impliqué dans ce projet de maison à 3 familles, et malgré le fait que je me sentais mal de le déranger, il était le seul vers qui je pouvais me tourner.
Elle répond juste au téléphone, tout de suite. Jennifer, ça fait un moment. Quoi de neuf? Désolée de te déranger soudainement, beau-frère. Je suis dans une vraie impasse. Après lui avoir brièvement expliqué la situation, il a tout cru, surpris, et il a dit qu'il viendrait à la banque immédiatement. Je suis vraiment désolée pour ma famille, Jennifer. Non, c'est moi qui suis désolée pour cet appel soudain. Ne t'en fais pas. Je suis contente que tu m'aies contacté. À la banque, entouré du personnel de la banque qui avait suspendu le compte et de la police, Paul semblait diminuer. En me voyant, il semblait soulagé et s'est accroché à moi en pleurant. Jennifer, aide-moi. Je vais être arrêtée si les choses restent ainsi. Dis-leur que nous avons convenu de retirer l'argent en tant que mari et femme, plaidait Paul d'une voix pathétique. Le livret de banque a été pris sans mon autorisation et le contenu du compte n'est pas à lui. Je ne me souvenais pas avoir signé une procuration. Une procuration devrait nécessiter une signature enregistrée. En demandant au personnel de la banque, j'ai découvert que la procuration avait une signature non enregistrée. Pas la signature enregistrée. J'ai ri du document mal forgé. Si j'expliquais la vérité, Paul serait sûrement arrêté. Un policier a demandé « Êtes-vous la femme de cet homme ?» J'aurais voulu dire non, mais malheureusement, nous étions toujours mariés. Emmené dans une autre pièce pour expliquer, j'ai détaillé tout. Je me sentais coupable pour les ennuis, mais j'ai reçu de la sympathie de la part de la police et du personnel de la banque. Paul pourrait être accusé de faux en écriture pour la procuration. Parham, il n'a pas porté plainte. Juste après avoir fini de parler et m'être dirigé vers Paul, je l'ai entendu crier « Pourquoi est-il ici ?» Me précipitant vers Paul, il me criait dessus. « Jennifer, tu l'as appelé? Pourquoi amener ce type? Tu m'harcèles? C'est toi qui me harcèles en prenant le livret de banque sans permission et en essayant de retirer de l'argent. C'est pas acceptable, même si c'est ta femme. Tais-toi, c'est pas tes affaires. Paul était tellement agité que la police a dû intervenir. Mais il ne s'est pas calmé. Tu avais une liaison avec lui, n'est-ce pas? Pour planifier d'utiliser l'héritage ensemble? C'est ridicule. Je n'y crois pas. J'ai été trompée. Malgré mon déni, Paul ne m'a pas cru. Mon beau-frère a une femme bien aimée depuis 20 ans. Paul devrait savoir qu'il ne tromperait pas. Officier, je suis la victime ici. J'ai été dupée. Ça suffit. Tu pourrais être mis à la police pour ce que tu as fait. Et au lieu de t'excuser, tu rejettes la faute sur moi. Paul s'est calmé, soit parce qu'il a été crié dessus par mon beau-frère, soit par peur de l'action de la police. J'ai remis à Paul les papiers de divorce que j'avais pu lui donner après avoir discuté de la pension alimentaire pour enfants. S'il te plaît, ne m'implique ni moi ni nos filles à nouveau. Je ne veux pas être impliquée dans quoi que ce soit que tu fasses à partir de maintenant, et je déteste être appelée ta femme. En réalisant qu'il était regardé froidement par tout le monde, Paul a signé silencieusement les papiers de divorce. Mon beau-frère a alors dit qu'il ramènerait Paul à la maison, prenant la responsabilité pour lui. Je me pas qu'un divorce, finalisant notre divorce, priage Paul testant et révélé. Il avait dépensé, sans compter, dans des clubs de striptease, se vantant d'avoir $1 million, et dépensant des dizaines de milliers en un jour. Il a emprunté de l'argent dans l'intention de le rembourser avec l'héritage. Mais sans l'héritage, seules les dettes sont restées. Ses parents étaient furieux, pensant qu'il vivrait dans une maison de luxe d'une valeur d'1 million, et l'ont grondé en le traitant d'inutile. Ses parents ont essayé de me contacter, mais mon beau-frère les en a empêchés. J'ai déménagé et commencé une nouvelle vie avec mes filles. Mes filles, sentant le comportement étrange de leur père, ne veulent pas le voir. Paul, réprimandé par ses parents et conseillé par mon beau-frère, a finalement repris ses esprits et paie maintenant régulièrement la pension alimentaire pour enfants. J'espère que si mes filles disent un jour « je veux voir papa », je pourrai les laisser le rencontrer.